Aujourd'hui, on s'intéresse à un nouveau pan de la physique qui va être grandement exploré en classe préparatoire, à savoir l'électricité. On va se contenter ici de donner les grandes lignes qui permettent de mettre en équation un système électrique et on le mettra en application dans la prochaine vidéo pour déterminer l'évolution temporelle d'un système électrique non trivial au travers de la résolution d'une équation différentielle. Alors que doit-on savoir pour s'y retrouver dans la jungle électrique ? Tout d'abord qu'il existe des composants électriques usuels que vous allez devoir connaître au nombre de 3. D'abord les résistors, caractérisés par une certaine résistance grand R, puis les condensateurs, caractérisés par une certaine capacité grand C, et enfin les bobines, jumeaux maléfiques des condensateurs, caractérisés par une certaine inductance grand L. Ces composants font partie de la famille des dipôles, car ils possèdent 2 pôles, c'est-à-dire 2 bornes sur lesquelles on peut brancher des fils et les relier à un circuit électrique. Quand on les oriente en convention dite à récepteur, c'est-à-dire avec le sens du courant qui va à l'opposé de la tension que l'on place à leur borne, alors les relations courant-tension au sein de chaque dipôle sont simples, dans le sens où elles ne font pas intervenir de signes négatifs. Pour la résistance, on retrouve le fameux U égale RI, c'est-à-dire la loi d'Ohm. Pour le condensateur, le courant est relié à la dérivée temporelle de la tension, I est égal à C dU sur dt. Et pour l'inductance, jumeau maléfique du condensateur, c'est la tension qui est reliée à la dérivée du courant, U égale LDI sur dt. Remarquez que dans chacune des relations précédentes, j'ai utilisé les mêmes lettres U et I à chaque fois. Mais il est important de noter que ces U et I dans chaque relation ne sont associés qu'aux U et I du dipôle correspondant. On doit toujours utiliser le courant qui traverse le dipôle et la tension aux bornes du même dipôle lorsque l'on veut lier les deux via une relation courant-tension pour le dipôle concerné. Regardons à présent les dipôles usuels de type générateur. Ils sont au nombre de 2, le premier étant beaucoup plus fréquent que le second. On a d'abord la source idéale de tension qui impose une même tension à ses bornes et se débrouille pour fournir le courant adéquat. La relation courant-tension associée dit que quel que soit le courant qui la traverse, sa tension vaut toujours E, la force électromotrice du générateur, qui au passage n'a rien à voir dimensionnellement avec une force, c'est un vestige de langage historique. Le deuxième est la source idéale de courant, qui impose la circulation d'un certain courant dans sa branche et se débrouille pour fournir la tension qui rendra ce passage possible. Sa relation s'écrit alors, quelle que soit la tension à ses bornes, le courant qui la traverse est égal à état, le courant électromoteur du générateur. Notez que cette fois-ci, on a mis les 2 générateurs en convention générateur, c'est-à-dire que la flèche de tension pointe dans le même sens que le sens choisi comme positif pour le courant. Armé de ces outils, on a encore besoin de 2 lois pour survivre dans la jungle électrique, la loi des nœuds et la loi des mailles. La loi des nœuds concerne simplement la circulation des électrons dans les fils électriques. Tout électron qui rentre dans un nœud doit en sortir à un moment ou à un autre, donc il y a autant de courants qui rentrent dans un nœud qu'il y en a qui sortent. La somme des courants entrants doit être égale à la somme des courants sortants. A noter que, comme le sens positif du courant est un choix imposé par la personne qui dessine le circuit, rien n'empêche d'avoir une somme de courant nulle. I1 plus I2 plus I3 est égal à 0. Cela veut simplement dire qu'au moins un des 3 courants précédents a une valeur qui est en fait négative. C'est-à-dire que le sens réel d'un de ces courants est à l'inverse de celui qu'on a dessiné. L'autre loi est la loi des mailles. Elle s'appuie sur le fait que les tensions sont en fait des différences de potentiel. U à B s'écrit VA moins VB, et que si on somme des différences sur un chemin fermé, alors automatiquement la somme se réduit à 0 puisque tous les potentiels se compensent 2 à 2. On peut aussi voir cela de manière imagée à l'aide du bâtiment D de physique au lycée Kléber. Imaginons que vous ayez cours en salle D36 au 3e étage, suivi d'un TD en D23 au 2e étage. Vous descendez donc d'un étage. Puis vous allez en récréation dans la cour au rez-de-chaussée, donc vous descendez de 2 étages. Mais là, vous vous rendez compte que vous avez oublié votre trousse en D36, donc vous remontez 3 étages. Arrivé en D36, si on fait le compte, vous avez descendu 1 plus 2, c'est-à-dire 3 étages, et vous avez remonté 3 étages, donc au total, vous êtes bien à la même altitude. Dans un circuit électrique, c'est pareil. Si vous choisissez un sens de parcours d'une maille, c'est-à-dire une succession fermée de points électriques appartenant au circuit, alors automatiquement la somme sera nulle. Remarquez qu'on n'a pas forcément besoin de suivre visuellement un fil pour pouvoir l'appliquer, comme ici sur ABDA par opposition à ABCDA, même si on peut toujours dire que la tension UBD correspond en fait à la tension pliée qui longe le fil. Notons enfin qu'une interprétation plus facile dans les circuits est la suivante. Revenons à notre salle D36. Si vous vous placez dans la cour et que vous devez monter jusqu'à la D36 pour le prochain cours,
deux chemins s'offrent à vous. Soit vous montez directement jusqu'à la D36 parcourant d'une traite les 3 étages. Soit vous ne montez dans un premier temps que de 2 étages, histoire de passer par la D23 pour récupérer votre feuille de TD que vous avez oubliée, avant de gravir le dernier étage vous menant jusqu'à la D36. Et bien dans les 2 cas, les sommes des dénivelés sont égales, vous avez à chaque fois monté 3 étages. Pour un circuit, c'est typiquement la même chose. D'un côté, vous avez le générateur qui vous permet de passer directement du point le plus bas au point le plus haut en potentiel, et de l'autre, vous avez les récepteurs qui font autant d'intermédiaires, mais dont la somme des tensions à leur borne donne la tension du générateur par propriété d'additivité des tensions. Terminons par une mise en application pour démontrer les formules de diviseur de tension et de diviseur de courant que je vous laisse en exercice. Vous aurez un lien vers le corrigé qui sera mis dans la description, mais ne le regardez pas avant d'avoir cherché un minimum. Pour le diviseur de tension, il s'agit de retrouver la tension aux bornes d'une résistance R1 en série avec une autre R2, connaissant la tension U totale aux bornes des 2 résistances R1 et R2. Comme les 2 résistances sont en série, le courant qui les traverse est le même. Alors attention à la fausse croyance selon laquelle une résistance prélève du courant, ce n'est pas le cas. Elle régule juste son passage, mais dans une même branche, le courant est le même en tout point de la branche. Cette propriété devrait vous suffire pour montrer que la tension U1 est donnée par la fraction, d'où le terme de diviseur, R1 sur R1 plus R2, de la tension totale U. Pour le diviseur de courant, on fait le contraire. On met 2 résistances en parallèle, alimentées par un courant I. Alors, le courant qui traverse la résistance R1 est donné par la fraction de I correspondant au rapport G1 sur G1 plus G2, où G est la notation pour la conductance, c'est-à-dire l'inverse de la résistance. G vaut 1 sur R. Allez, à vos démonstrations et amusez-vous bien.